Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et c'est le retour d'une nouvelle émission Super Friends qui vous emmène à la découverte, à la rencontre de personnes qui font vivre la culture comics, qui font vivre la pop culture par leur travail, par leur passion, par leur quotidien. Et aujourd'hui, je suis extrêmement content d'avoir Kader avec nous, le big boss du comic shop lyonnais Comics Zone. Salut Kader. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Je suis super ravi d'être avec toi. Eh bien, même si on n'est pas physiquement proche, on est proche quand même. Voilà, c'est le cœur qui compte, c'est ça, c'est vraiment, comment dire, effectivement, il faut redonner un petit peu de contexte à celles et ceux qui nous écoutent. Hein. À la base, ce Super Friends aurait dû se faire en présentiel, puisque pour fêter les 10 ans de Comic Zone, je devais me rendre à la boutique, participer un petit peu à l'animation et profiter de l'occasion pour faire ce Super Friends qui est un petit peu à la fois pour que tu nous parles de ton métier de gérant de comic shop, mais surtout avoir un peu à l'occasion de ces 10 ans une forme un petit peu de rétrospective aussi, de voir ton regard de professionnel sur ce qui a changé en 10 ans dans le marché des comics en VF. Alors bon, il y a un truc qui s'appelle le coronavirus qui a foutu la merde comme pour beaucoup de gens cette année, donc on fait cette émission à distance, mais ça n'empêche pas qu'on va passer un bon petit moment ensemble et qu'on va aborder tout cela. Kader, j'ai une première question à te poser tout simplement, puisque voilà, ça fait 10 ans que tu gères Comic Zone, mais j'imagine qu'il y avait un avant, que Kader n'est pas né comme ça directement en gérant de Comic Shop. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es venu à monter cette boutique ? Réellement, c'est une histoire un peu simpliste et un peu bizarre à la fois. En gros, je gérais une boîte de com, donc je gagnais bien ma vie, je travaillais pas beaucoup, tout allait bien. Et au mois de mai 2010, on était en train de faire un barbecue parce qu'il faisait très beau, on était à la maison, et je dis à ma femme, tiens, je vais ouvrir un comic shop. Et elle me répond, d'accord. Voilà. Et là, je suis resté sur ce d'accord. Ok. C'est un peu la meilleure origin story qu'on ait eu ici. Du coup, au mois de mai, je me suis mis à faire mon business plan, à étudier tout ça de près. Au mois de juin, je rencontrais mon comptable pour lui dire que j'arrêtais la boîte de com et que je me lançais dans autre chose. Au mois de juillet, j'ai cherché un local et on a ouvert au mois d'octobre. Ok, voilà. Donc très 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 rapide, et alors j'imagine bien entendu que ça t'est pas venu comme ça un petit peu quand même sur un coup de tête, mais disons que ton rapport aux comics, tu en lisais, t'en avais lu étant plus jeune, t'aimais déjà ce médium. Oui, le comics et moi, ça date depuis toujours, parce que j'ai la chance d'avoir des grands frères. Je suis le plus jeune de la famille, et mes grands frères lisaient du comics déjà quand j'étais tout petit, tu vois, quand j'avais 5 ans, il y avait plein d'éditions Lug à la maison, du Artima, du Mon Journal, etc. Donc j'ai baigné dedans depuis tout petit, et puis aux alentours de 5-6 ans, je commençais à piquer les grands albums Conan à mon grand frère, et puis après j'ai jamais arrêté. Donc le comics, oui, ça fait un bon moment. Et juste avant d'ouvrir la boutique, du moins juste avant, 1 ou 2 ans avant d'ouvrir la boutique, on a monté un forum qui s'appelle Marvel Custom. C'était un forum de passionnés de statuettes, de produits dérivés autour du comics. Et on s'est fait énormément de rencontres en live, tu vois, IRL, comme disent les gens, avec les passionnés de toute la France et même d'Europe. Et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment galère d'être au jus des sorties, d'être à jour dans les parutions, etc. quand tu n'habitais pas Paris. Ouais. Et je me suis rendu compte surtout d'un truc qui était incroyable, c'est que j'étais pas tout seul à aimer ça. Parce que quand tu es dans ta bulle et quand tu gères une boîte, etc., et que tu vis vraiment que travail maison, etc., ta passion, elle est vraiment personnelle, elle est intrinsèque, tu vois, c'est à toi, et tu n'as pas idée que d'autres gens partagent la même passion que toi. Internet, ça a permis de découvrir ça, de voir qu'on n'était pas tout seul à aimer ce médium, et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de me dire, effectivement, il faut faire quelque chose. Alors je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, depuis que j'ai ouvert la boutique, j'ai toujours eu à cœur en fait de donner un maximum de choix et un maximum d'opportunités de découvrir ce média à tout le monde en fait.
Donc voilà, c'est un peu Marvel Custom, c'est un peu mon enfance. Et puis c'est aussi, en 2010, on a créé une convention pure comics à Paris qui s'appelait BD Ciné Goodies. C'est le nom de l'association actuelle, toujours. La convention BD Ciné Goodies, c'était le 4 et 5 avril. On avait un super plateau avec des gens comme Brian Bolland, comme Joe Jusco, Frisano, Adi Granov, etc. Ok, C'est ouais. passé un peu inaperçu dans la Comics Fair. On devait avoir Jim Lee qui a dû en fait annuler au dernier moment puisqu'il a été nommé à un poste à très haute responsabilité chez DC quelques semaines avant. Mhm. Donc il nous avait envoyé des dessins, des machins. Enfin bref, c'était génial. Mais il y avait que 3, 4, 5, 4000 personnes, je crois, dans le week-end. Et Ce qui est j'étais déjà- ce super qui est- frustré. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est déjà pas trop mal, quoi. Ouais, mais Dave Gibbons, Brian Bolland, Frisano, Joe C'est vrai, Jusco, c'est vrai. Adi Granov, on avait Esteban Maroto, Manuel San Julian. C'était la première convention de JHB, Julien Hugonherbert. On avait Ok. Olivier Coipel, on avait Gaël, on avait Gérald Parel, on avait Stéphanie Hans. D'accord, ouais, donc vu le On plateau, avait, c'est des choses que maintenant, même les plus grosses conventions parisiennes voilà, n'arrivent pas forcément à c'est faire. ça. Ouais. Hmm. Et puis j'ai jamais réussi à le refaire, hein, Ouais. honnêtement. Ouais. Donc, mais ça a été le déclic. Tu vois, je me sentais tellement bien à organiser ça, à la rencontre des auteurs, à voir tous les lecteurs passionnés qui venaient des quatre coins de la France, etc. Et à discuter, à passer mon week-end à discuter. Je pouvais plus faire autre chose que ça. Je pouvais plus rentrer dans mon bureau en fait et bosser la com des gens. J'avais besoin de parler comics avec les autres, quoi. Ouais, Donc c'est le on virus a qui ouvert t'a Comic Zone. infecté sérieusement. T'avais déjà en fait un virus latent Complètement. sous la peau, mais là t'as l'infection qui C'est s'est ça. généralisée. Ça a déclenché le tout, ouais, je pense. Et pour monter Comics Zone, tu t'es inspiré alors du modèle justement des boutiques parisiennes qui étaient un peu prédominantes. Comment t'as monté ton truc? Absolument pas. Ah, En fait, j'ai monté Comic Zone en fermant les yeux et en imaginant ce que j'aimerais voir si je passais la porte d'un comic shop. Voilà. et qu'est-ce que t'as vu? Jusqu'à l'odeur et jusqu'au bruit. En fait, réellement, c'est-à-dire que moi, j'imaginais une petite échoppe un peu, une petite échoppe vraiment vieillotte, tu vois, avec la vieille porte en bois, la petite cloche, les 300 milliards de comics qui traînent de partout, où seul le gérant de comic shop sait où se trouve chaque référence, etc. Donc j'ai monté le comic shop un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment très presque trop élitiste. Parce qu'il fallait vraiment connaître le comics pour s'aventurer chez moi. Ça faisait un peu la grotte, tu vois. C'était pour ça, un comic zone, tu vois. C'était pour pas faire la Batcave. Et, euh, et en fait, beaucoup de gens du quartier sont venus à Comic Zone, des familles, des enfants, etc. Et puis je me suis dit, mais non, mais en fait, Comic Zone, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de rassemblement. Tout le monde est là, tout le monde vient. Il faut que ça soit de plus en plus chaleureux, de plus en plus accueillant, etc. Ouais. Et donc on a tombé petit à petit les murs, on a fait en sorte que ça soit de grands espaces, que ça soit bien clair, que ça soit accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, sincèrement, je crois que je suis arrivé à faire ce qui me ferait kiffer de trouver en tant que lecteur, quoi. Parce que voilà, on est, oui, sans rougir, on est quand même pas mal, quoi, dans la Mhm. boutique. Elle est bien belle, elle est bien agencée. On a normalement l'intégralité du fonds comics en France, en permanence, Mhm. puisqu'on a une politique assez spéciale au niveau des retours. Moi, j'aime pas ça. Donc, il faut qu'on ait toujours tout ce qu'il y a de disponible en comics en France. Et ça, on essaye de le faire. Et puis en VO, on essaye d'avoir chaque mois le plus large choix de comics à proposer directement dans les rayons. C'est quelque chose que tu avais en tête dès le départ, d'avoir cet accès à la VO en plus de la VF, j'imagine. Hein. Oui, clairement. C'était même le point principal. Par contre, alors maintenant, la plupart de tes auditeurs le savent, la VO c'est très particulier. On achète bien à l'avance, on commande 2-3 mois avant que le titre sorte. Donc quand on commande un numéro 3, on n'a toujours pas eu le numéro 1, on ne sait pas si ça va marcher. C'est des achats en ferme. Ça coûte très cher, on gagne très peu d'argent, c'est beaucoup de logistique, etc. Donc au tout début, j'avais 10 titres.
Ouais. seulement en boutique, mais on les a suivis. On les a encore aujourd'hui, on les a eu jusqu'à la fin. On a eu Walking Dead au tout début, on a eu les TMNT au tout début, on a eu les TMNT, on s'est jamais arrêté sur les TMNT. Spawn, on continue, on continue. Oh, Vas-y, j'y arrive pas. t'inquiète. Sans discontinuer depuis l'ouverture. Donc on a des séries comme ça. Et puis petit à petit, on a eu de plus en plus de lecteurs de comics en VO. Et donc j'ai augmenté l'offre jusqu'à avoir aujourd'hui aux alentours de 300 titres différents par mois. 300 séries disponibles dans les rayons. Mais avec toujours Donc, cette nécessité de faire les ajustements sur combien tu vas commander. Comment t'évalues toujours, alors? Là, t'as un instinct de libraire sûrement, hein, j'imagine, pour savoir Alors, ce qui marche. c'est hyper compliqué parce que il y a l'instinct du libraire, il y a l'affect parce que t'as tel auteur ou t'as tel personnage ou tel dessinateur ou tel sujet qui vont te parler plus et donc tu vas te lâcher, tu vas avoir des coups euphoriques, tu vas voir arriver tel auteur sur tel perso. T'as le retour d'expérience en fait des séries précédentes ou des numéros précédents, et puis t'as le retour des clients, puisque les clients l'achètent de plus en plus ou te le demandent à l'avance ou t'en parlent. Parce que tu te doutes bien qu'on n'a pas le temps de lire les 300 séries, même au niveau de toute l'équipe. Ah bon? Alors, plus Kader, toute la VF. qu'est-ce que c'est que ce travail, oui. enfin? Enfin. C'est ça. Si seulement on pouvait être payé à lire. On a déjà du mal à trouver du temps. Donc voilà, on essaye, on se plante souvent. Des fois, on fait beaucoup parce qu'on sent des choses et ça paye. Ça paye dans le sens où le public est au rendez-vous, pas dans le sens où ça paye financièrement, mais pour moi, quand on rentre 10 singles et qu'on vend les 10 singles, c'est un succès. Ouais. Tu vois, après, rentrer 150 Batman 3 Joker et en vendre 180, c'est normal. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise là. Là, non, mais bon, ça paye le loyer. Tu vois, même si 3 Joker, c'est plutôt bon, meilleur que ce que je pensais à la base, quoi. Alors ceux qui nous écoutent, notamment les Back Issues, sauront que nous ne sommes pas du tout du même avis, mais heureusement nous sommes dans Super Friends, donc on va rester amis et ne pas aborder ce sujet-là particulièrement. Moi je m'attendais vraiment à très très mauvais. Et, mais si tu nivelles par le bas, Kader, tu sais, ça ne peut pas fonctionner. Si... je m'attendais à du caca, au final j'ai de la boue, donc c'est bien, la boue c'est moins dégueu. Et oui, mais c'est souvent pas le cas. Tu t'attends à du caca et t'as pire. D'accord. Non, mais tu vois, on a beaucoup de lecteurs sur des séries indé, etc. Et ça nous fait énormément plaisir. Voilà. On a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout. C'est un petit peu le nerf de la guerre aussi, c'est de réussir à motiver les gens pour la curiosité, tout simplement pour leur dire vous aimez tel type de choses, mais vous pouvez aussi découvrir tout ce qu'il existe, puisque après c'est un truc sur lequel on discute souvent aussi avec First Print, c'est l'étendue de la diversité de ce qu'il y a dans la bande dessinée américaine. Donc j'imagine que c'est aussi au cœur, et que ça l'a peut-être été dès les débuts, de mettre en avant cette diversité de récits, parce qu'il n'y a pas que le super-héros, et même au sein du super-héros, il n'y a pas juste une seule façon de faire des comics de licence, mais peut-être qu'au début tu étais quand même obligé de prendre seulement les trucs les plus vendeurs pour déjà t'assurer ton fonds de commerce. Obligatoirement, tu vois, j'avais, comme je te disais, Walking Dead, Spawn, j'avais le Buffyverse, j'avais des choses comme ça. Par contre, très vite, on a vu que Valiant revenait sur le marché. Valiant, la maison d'édition qui s'était arrêtée, et là, qui revenait, qui rouvrait, qui relançait des titres. Là, je me suis un petit peu lâché. Honnêtement, il me reste encore des numéros 1 des toutes premières séries Valiant du relaunch. Okay. Mais on a été parmi les meilleurs vendeurs Valiant en Europe. Donc on a fait un gros travail de fond là-dessus. Et puis quand Florent de Clotagne, des éditions Bliss m'a appelé pour me dire qu'il comptait prendre les droits et lancer sa maison d'édition, ça m'a fait un peu bizarre parce que je me sentais un peu dépossédé du Valiant en VO, mais c'était tellement un pari couillu, risqué et qui pouvait que gagner, quoi. Et du coup, on a tout fait pour mettre en place un beau rayonnage Bliss dans la boutique et pour faire découvrir du coup Valiant aussi aux francophones
du moins à ceux qui lisent pas la VO, quoi. Ouais. T'étais tout ça, seul au début de cette aventure? Comment t'as fait? Tu gérais tout ça avec ta femme? Ouais. Tu as des employés? Alors, au tout début, je gérais ça tout seul. Mmh. Ma femme travaillait pour payer tout l'argent que j'avais dépensé dans la boutique. Parce que, en fait, j'ai mis tout mon argent, tout l'argent qu'on avait de côté, on l'a tout mis dans la boutique. Donc, il fallait bien qu'on puisse vivre un peu parce que je ne me suis pas payé pendant 2 ans. Ouais, c'est un peu le principe avec quand tu montes ta boîte, c'est les 2 premières années, tu fais comme ça. Ouais. Donc là, elle payait le loyer, elle payait un peu tout, et elle venait bosser en plus le soir après son travail. Elle venait mettre en pochette, en backboard, etc. Tu vois, tout le boulot ingrat, m'aider à la préparation de commandes. Au tout début aussi, dès la première année, j'ai eu un petit jeune qui s'intéressait aux comics, qui me donnait un petit peu un coup de main comme ça, qui s'appelle Christopher Malouane, un truc comme ça. Inconnu au bataillon, je crois qu'on ne sait pas du tout qui c'est. Donc, mais tout genou, tu vois, un petit émo. Ah oui, quand il avait sa mèche sur le côté, ce genre de choses. On mettra des photos en description de ce podcast exprès. Hein. S'il te plaît. Et donc, il va donner un coup de main quand même, un sacré coup de main pendant la 2e année. Mais on a travaillé, ma femme et moi, pendant 6 ans, juste nous deux. Et puis après, on a pu recruter un apprenti. Et puis après, on a pu recruter un libraire et un 2e apprenti, etc. Donc maintenant, on est bien. Mais au tout début, c'était galère. Ok. C'était vraiment galère. Et donc justement, l'idée de ce podcast, c'était de faire un petit peu aussi une rétrospective de ton analyse et de la façon dont tu as vu le marché comics VF se développer, puisque entre 2010 et 2020, il y a eu pas mal de bouleversements. Alors déjà, en 2010, comment tu le voyais, ce marché VF, comment ça se présentait, puisque même pour certains qui nous écoutent et qui se sont mis au comics, je sais pas, dans les 5-6 dernières années, c'était vraiment quelque chose de différent. Alors, en 2010, c'était vraiment encore une micro-niche. Vraiment. Ouais, alors que là, on est juste une mini-niche, mais avant, c'était une micro-niche. Ah oui, mais c'était un peu... On avait peu de choix quand même en français. La VO était vraiment indispensable. Parce qu'on avait, comme éditeur sérieux, c'est-à-dire, quand je dis sérieux, je parle dans le suivi des parutions. Ouais. Tu as une série qui sort, tu sais que tu vas avoir la suite normalement. On avait Panini, Delcourt. Voilà ce qui existait. Ok. C'est-à-dire puisqu'on n'avait pas encore Glénat Comics, on n'avait pas encore Urban, on n'avait pas encore Bliss, on n'avait pas bien sûr iComics, etc. Donc les deux fers de lance, c'était Delcourt et Panini. Sachant que Panini, petit à petit, était en train de bousiller sa gamme d'essais. Oui. On ne savait pas encore pourquoi. Okay. Donc c'était un peu pauvre en choix, mais on arrivait quand même avec des collections cohérentes chez tout le monde. Puis Urban est arrivé au mois de janvier avec ses premiers kiosques Urban, puis avec le Watchmen d'abord, et puis ensuite avec les kiosques. Et on s'est dit, tiens, c'est sympa, il y a un vent frais, il y a un éditeur spécial pour DC, un spécial pour Marvel, ça va être plus clair dans les collections, etc. Urban s'y tenait aussi à ses collections toutes identiques. Et petit à petit, Urban s'est mis à faire une 2e collection, une 3e collection, une 4e, donc des formats différents, des hauteurs différentes, des largeurs, etc. Et puis là, on a eu d'autres éditeurs qui sont venus se mettre à faire du comics. Et entre 2012 et 2014, on a dû refaire tous les meubles qui étaient faits sur mesure parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait et tout était foutu. Et on avait multiplié par 5 ou 6, je crois, le nombre de références tous les mois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui s'est réellement démultipliée. Il y a une offre qui s'est démultipliée et on a eu une course à l'échalote, vraiment, tu vois, une surenchère totale en 2018, pardon, où vraiment tout le monde s'est mis à faire du comics, tout le monde voulait être sur les tables de présentation, etc. Sauf que on se retrouvait avec des fois des mois avec 60-70 nouveautés. Chez un libraire classique, une table à nouveautés, tu vois, tu as 20-25 titres maximum qui sont présentés dans la... Et là, on se retrouvait avec ça, mais des fois chaque semaine.
les titres arrivaient en début de semaine, en fin de semaine, il fallait les enlever des tables de présentation, tellement on avait de nouveautés. Ça s'est un peu calmé. Maintenant, on a Glénat Comics qui s'est largement calmé, Delcourt aussi. Panini, depuis l'arrivée de Jean-François Schmitt chez Panini, on a des collections qui sont un peu plus cohérentes, des rythmes de parution qui sont plus étendus. Urban qui a repensé aussi pas mal sa stratégie, qui nous sort des trucs bien plus pondérés et plus réfléchis en termes de date, etc. Donc là, pour l'instant, on est sur une bonne période, sauf que coronavirus. Ouais, bah ça forcément, ouais. Mais sinon, dans l'édition, on est plutôt dans une bonne période, même avec les tout petits éditeurs, hein, comme Black and White, comme Original Watts, comme Organic Comics aussi, qui continue. Reedman a publié ses étranges aventures, etc. Mm-hmm. On a 2-3 numéros qui sortent par an chez les tout petits éditeurs, et ça crée un événement. Donc c'est plutôt pas mal. On a eu des périodes où c'était pas le cas, où on en avait toutes les semaines et ça devenait lourd, quoi, parce que nos lecteurs, nos clients, bah, ils sont comme nous, ils ont un budget et il faut faire avec ce budget, quoi. Ouais, alors tu mentionnais quand même un peu le fait qu'il y avait que Panini et Delcourt en éditeur sérieux, mais tout ce qui était Semic et tout ça, du coup ça allait pas. Mais Semic n'existait plus en tant qu'éditeur en 2010. Ah oui, d'accord. Mon cher monsieur. Ah mais tu sais que moi je suis trop jeune pour avoir connu tout ça. Hein. Non, Semic. Alors Semic existe toujours, mais en tant que Semic distribution, donc ils font des produits dérivés, etc. Ouais. Mais en tant qu'éditeur, non, je crois, si je dis pas de conneries, mais un de tes éditeurs pourra me corriger, une de leurs dernières parutions, ça devait être les encyclopédies Hulk, Avenger, etc. Dans les années 2008-2010 maximum. Ouais. Mais, donc ils venaient de disparaître quand même. Sur le marché. Ouais. Donc voilà. Après, par contre, on avait Achilleos qui était déjà là. On avait Delirium qui était déjà là. Mais alors que mes propos soient pas déformés, ils comptent pas au niveau d'une boutique. C'est-à-dire que si tu as un libraire qui, comme moi, est fan de leur publication, ils vont trouver une place, et plus ou moins grande. Mais sinon, ils n'existent pas dans la plupart des boutiques. Ils ont, tu prends Delirium, un catalogue de 20 bouquins, par exemple, 20 ou 30 bouquins en comic shop, la place est inexistante, quoi. D'accord, ouais. Par rapport à un Delcourt, par rapport à un Glénat, ou tu vois, chez Urban, on est à 940 titres, je crois, en boutique, Panini 1200, etc. Ouais, c'est-à-dire qu'en termes de volume, le pourcentage est beaucoup trop petit pour réussir. Mais justement, c'est quand même, c'est quand même un truc que tu dois aussi gérer en tant que libraire, de pouvoir aussi mettre en avant les éditeurs qui sont de plus petite taille, tout en étant évidemment conscient d'un point de vue économique que tu peux pas faire une boutique avec, alors on les cite là. Non, mais on a toujours fait un corner. Donc pour ceux qui nous écoutent, un corner, c'est un espace dédié qu'on va aménager à un moment donné pour mettre en avant quelque chose. Et on a toujours fait dans notre librairie un corner avec un petit éditeur. Alors ça change à chaque fois, mais on met en avant l'intégralité des publications, etc. Tu vas en faire un mini-event autour de ça. Et on le fait toujours, même si on est conscient qu'on ne fait pas avancer le navire de l'éditeur, parce que on va faire 5-6 ventes maximum chez cet éditeur-là, et qui prend la place d'un titre qui va en faire 200. Mais on le fait quand même, parce que c'est important. Donc voilà. Là, c'est vraiment une question un peu de conviction personnelle par rapport. Tu sais, moi j'ai à peu près la même chose quand je rédige sur Comics Blog par exemple, où je prends du temps pour faire des articles sur des titres indés, mais même pas chez Image, tu vois, mais chez Aftershock ou Vote ou AWA. Tout en sachant pertinemment que ça va intéresser 10 personnes à tout casser, alors que si je réfléchis en termes de trafic et tout ça, je fais beaucoup plus de trafic si je fais un truc sur une actu ciné ou même sur une sortie Urban Comics. Oh, oui, mais ça serait plus Comics Blog. C'est sûr, oui, non, c'est pour ça que c'est ce que tu gères aussi dans la boutique. C'est important de le faire, voilà, même si ça coûte. Ouais. Il y a un autre truc, mais c'est que, à part ce corner, quelles sont un peu les techniques, parce qu'il faut bien faire du conseil, il y a ton activité aussi de conseil libraire de tout ça. Alors quelles sont un petit peu les méthodes utilisées? Est-ce que tu utilises un peu parfois genre des chevals de Troie pour un peu conseiller des choses aux gens qui... Absolument pas. Non, absolument pas. En fait,
Moi, c'est des éditeurs que j'aime beaucoup. Si on prend Delirium et Achilleos, j'ai un Achilleos particulièrement, tu vois, j'aime vraiment beaucoup leurs ouvrages. Euh, mais tous les petits éditeurs, en général, on lit réellement ce qu'ils publient. Tu vois, autant tout ce qui va être publié chez Urban ou Panini, on va pas tout lire. Ouais, t'as La vraiment pas le plupart, on temps. les a. Non. Et puis, on a peut-être lu les singles avant en VO, etc. Par contre, tout ce qui est chez les petits éditeurs, on les prend, on se fait plaisir, tu vois, c'est aussi une lecture plaisir. Du coup, c'est facile quand tu as des gens qui viennent te demander conseil de penser à eux. Pas parce que tu as envie de les mettre en avant particulièrement, etc. Mais tu ne les oublies pas. C'est-à-dire que si le conseil est pertinent, tu vas le proposer. C'est vrai que si tu les as pas lus, sur le même conseil, tu vas proposer du tout venant, entre guillemets, c'est-à-dire les produits qui se vendent le plus ou ceux que tu as le plus vu, toi, c'est-à-dire ceux qui te reviennent en mémoire tout de suite. Nous, on a la chance d'avoir un bel espace pour Delirium, un bel espace pour Achilleos, on a un bel espace pour chacun des petits. Donc forcément, on passe devant tous les jours, on les feuillette, on touche les albums, donc c'est facile pour nous de les conseiller. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile de les vendre. Ouais. Il y a un autre point que j'ai envie d'aborder avec toi aussi, toujours dans cette optique un peu de changement. Déjà, une certaine alors c'est plus un truc un peu technique, on va dire, mais le changement un peu du format, on va dire, standard du bouquin de comics, puisque avant, il y avait quand même beaucoup de souple, en fait, d'albums en souple, et notamment avec l'arrivée d'Urban Comics, il y a le cartonné qui s'est généralisé. Et avec ça, quelque part, t'as aussi une augmentation du prix des albums qui s'est opérée. Oui, et une augmentation du taux de retour pour album abîmé. Ah, Parce que bah oui. la chose Oui, à c'est laquelle vous ne pensez pas, cher lecteur, c'est que quand on reçoit 10 albums, par exemple, Alan Moore présente Swamp Thing, tome 3, vrai. Ouais. superbe album chez Urban, etc. Quand on en reçoit 10, il y en a 6 qui sont abîmés. Sauf qu'on a payé pour les recevoir, on a les frais de port, après ça prend de la place, après il faut mettre un employé dessus pour faire les retours, les réexpédier, repayer les frais de port, attendre 3 mois, se faire rembourser ce qu'on a renvoyé, etc. Donc c'est super galère pour nous libraires, mais par contre, c'est vrai que dans les étagères, ça fait chouette. Mais il y a un tri énorme à faire. Non, vraiment, depuis l'arrivée des cartonnés, on a énormément de casse dans les bouquins. Les choses qu'on n'avait pas sur les Monsters, les 100% Panini avant, etc., qui arrivaient toujours nickel. Là, on n'a pas une réception avec des bouquins nickel. Et pourquoi tu penses que ce format cartonné s'est à ce point imposé? Alors c'est vrai que tu as un peu l'effet, c'est plus joli dans les bibliothèques, mais je veux dire, l'important c'est... Ça s'est imposé, à mon avis, du fait de la nouveauté d'Urban, quand Urban est arrivé, de toutes les personnes qui avaient un problème, un compte à régler avec Panini, qui étaient ravis de voir quelqu'un en face de Panini Comics. Il faut se souvenir de ce que c'était en 2010 sur les forums et 2011, l'arrivée d'Urban. Hein, c'était vraiment deux clans en France, quoi. C'est vrai, il y avait une guerre partisane. C'est ça. Oui, d'ailleurs on le voit toujours hein, actuellement. Quand Panini fait une annonce, on leur rentre dedans. Si Urban fait la même annonce, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, mais on avait ce besoin de nouveauté. On avait les partisans d'Urban qui étaient... moi j'ai eu des clients comme ça, des mecs qui m'ont pris l'intégralité des parutions Urban. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ils continuent, ils ont l'intégralité. Tout ce qui est sorti parce que format cartonné, ça rentre bien dans une bibliothèque, etc. Et ils se sont mis à acheter du Panini quand Panini a fait du Icon, par exemple. La superbe collection qui ressemble aux collections Urban, quoi qu'il arrive, hein, à l'extérieur. Mais voilà, donc il y avait ce côté-là, côté un peu élitiste de moi je lis du Urban, moi je lis du DC, c'est un peu plus classe. C'est cartonné, voilà, c'est moins cheap que les Marvel, Panini, souple, etc. Et du coup, pendant quelques temps, on a eu du mal à vendre les trade paperback de Panini, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'on les proposait, l'histoire était super, les gens voulaient les acheter, mais ils me les demandaient en cartonné. Donc un vrai attachement au format physique, enfin à la fabrication du bouquin, alors que pourtant, pendant des années, ça n'avait pas dérangé forcément.
Non, et puis je pense aussi maintenant, les bibliothèques sont tellement plus mélangées chez les lecteurs avec de la franco-belge, avec du comics, avec du manga, etc. Que, qu'avoir une bibliothèque franco-belge comics, tu vois, tout en cartonné, ça passe mieux que d'avoir des fascicules qui s'affaissent dans ta bibliothèque. Ouais. Mais justement, en parlant de fascicules, c'est un autre point aussi qui est important à souligner sur cette décennie passée, c'est la réduction progressive jusqu'à la disparition en fait du format kiosque. Ça, c'est un sujet super vaste et à la fois tragique. Vas-y. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis Et gamin, toi, en plus, t'es de l'époque des je- Strange, voilà. tu disais au début. Donc moi, ça a jamais arrêté pour moi les publications en kiosque. Là, ça fait 1 an, 2 ans qu'il n'y a plus de comics en kiosque, je crois. Bah, Que les Panini fascicules se retrouvent quitté que en les librairie. kiosques, mais Urban continue à quand même avoir il avait quand même encore son Batman bimestriel jusqu'à il y a pas si longtemps. Là, les derniers maintenant. Ouais, jusqu'au 6, le 7 n'est pas passé en kiosque, il me semble. Mais on arrive encore à trouver les fascicules dans les librairies. Bon, c'est toujours ça. Mais le comics, depuis 1935, c'est du fascicule, quoi. C'est pas de l'album. Moi, j'aime bien les albums. J'en ai plein à la maison. Bon, j'ai plus de singles que d'albums et de fascicules, mais je, je sais pas, c'est triste. Voilà. Mais je comprends aussi que les choses changent et qu'on n'a plus de toute façon les moyens économiquement parlant de faire des kiosques qui soient rentables. Donc ça, c'est clair et net. Est-ce que tu peux un peu nous préciser ça là, de ton point de vue de libraire? Euh, de mon point de vue de libraire, en fait, pour faire un fascicule comme le fait Panini, où il rentre 4, en général, tu as 4 singles dans un kiosque chez Panini. Ouais, Hein, je crois en que c'est moyenne. 4 ou 5, un truc comme ça. Ouais. Voilà, on va dire 4 singles. Sur les coûts de fabrication du kiosque, plus les droits, les coûts de distribution et ce qui va être vendu derrière au libraire, Panini ne gagne pratiquement rien sur un kiosque. C'est-à-dire que c'est plus de la promotion pour les futurs albums qu'autre chose. Donc aujourd'hui, s'ils continuent encore le kiosque, c'est pour vendre de l'album. On a eu une époque où le papier, voilà, c'est la réalité économique, le papier a nettement augmenté, très fortement augmenté ces 5 dernières années, comme le coût du transport, comme l'encre, etc. Donc les livres coûtent de plus en plus cher à faire. Et un fascicule à 5-6 euros, aujourd'hui, c'est quasiment impossible à tenir, à moins d'en faire 20-30 000 exemplaires. Et de les vendre. Sauf que, voilà. Sauf on arrive péniblement à écouler 5 000, 6 000 exemplaires d'un kiosque. Donc, Mais tu dis que ça sert de promotion aux albums, mais pourtant à un moment le kiosque, et notamment sur la question de Panini, c'était le format majoritaire de publication chez cet éditeur. oui, oui. Mais depuis que les coûts ont fortement augmenté, c'est plus le cas. Moi, je me rappelle d'une période où les variantes cover étaient limitées à 2000 exemplaires ou 5000 exemplaires parce que tu te dis, 5000, il n'y en a que 5000. Aujourd'hui, quand on a une vraie variante, elle est limitée à 150 exemplaires. C'est pour te donner le volume de vente qui s'est effondré en face. Donc le kiosque, le volume de vente de kiosque s'est effondré. Et d'un autre côté, tu as tous les coûts fixes qui ont explosé. Donc aujourd'hui, ouais, c'est que de la promotion, quoi. C'est que de la promotion d'albums. Et pourquoi tu as eu sur un album. Pourquoi tu as eu cette diminution à ce point du lectorat par ce format-là? Je vais me fâcher avec du monde. Non, tu vas pas te fâcher, ça reste un avis et c'est un truc sur lequel de toute façon il faut discuter. Je pense sincèrement que c'était une évolution logique du marché en France. Voilà. On a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui nous ont inondé le marché avec des publications de qualité, aussi bien en contenu qu'en contenant. Et du coup, il y avait de moins en moins d'attrait vers le kiosque. De plus, on est de plus en plus nombreux à faire de la VO en France. Donc les gens ont plus facilement accès aux titres qui les intéressent et pas forcément au recueil qui va contenir le petit morceau du titre, etc. Donc à mon sens, les deux mis bout à bout, on assiste à ça, quoi. Forcément, un effondrement du marché.
si on regarde bien, Delcourt a arrêté le kiosque, je crois, en 2013. Et juste derrière, on a vu apparaître tous les éditeurs comics cartonnés, donc en 2014-2018. Et 2018, le kiosque était mort. Quand tu as des albums comme Lady Mechanica, etc., à 10-15 balles, cartonnés, très jolis, etc., c'est difficile de mettre un Ultimate Spider-Man à 5 ou 6 balles en face, quoi, en format souple, qui va être moisi en quelques semaines de lecture. Après, la question que ça pose, c'est sur un petit peu l'accessibilité et à qui se destine aujourd'hui le comics, puisque justement le format souple, ça avait l'avantage de ne pas être très cher et donc si tu veux, de mettre en avant le côté populaire dans la pop culture du comics, alors qu'aujourd'hui, effectivement, si tu veux t'acheter un album, c'est minimum 15 balles, quoi. Et c'est pas le même budget en termes de lecture et de découverte, du coup, ça devient vraiment... Et c'est là où nous, on fait notre métier, c'est-à-dire de promotion du comics, et qu'on crée le Free Comic Book Day France. Ah, il le place. Et bien sûr que je le place. Mais c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi, puisque ça fait partie effectivement de tes activités, même si moi je préfère toujours faire une émission sur le FCBD à l'approche du FCBD. Bon, bien cette sûr, année c'était un peu compliqué. Là, c'est super compliqué. Même pour l'année prochaine, on ne se prononce pas. Ouais. Mais ça fait aussi partie des choses qui ont changé dans le paysage français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne choque plus aucun éditeur de faire un fascicule à prix coûtant ou à prix cassé pour les libraires, etc., pour qu'on puisse l'offrir et faire de la promotion comme ça des futurs albums. Et ça permet à tous les lecteurs d'avoir des titres gratos. Donc, on a encore du kiosque au moins une fois par an et en plus gratos, donc c'est pas mal. Mais comment ça t'est venu alors? Comment ça t'est venu? Tu t'es forcément dit bon bah s'il y a ça aux États-Unis, il faut essayer de le ramener en France, mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple dès le départ. C'était super galère en fait. Le truc c'est que dès la première année, j'ai ouvert le preview, donc l'album qui me permet de commander mes titres, etc. Et comme j'ai ouvert en octobre, dans le preview d'octobre, il y avait les titres à commander du Free Comic Book. Dans le preview de novembre, il y avait les titres du Free Comic Book Day de l'année d'après. Ah ouais, déjà? Ok. Je ne savais pas que ça arrivait si tôt. Okay. Ouais, c'était 5-6 mois avant le FCBD qu'on commandait. Et là, je me suis dit, allez, on va tester. Je sais pas ce que c'est, mais on va tester. Et on en prend pour 5000 balles, quoi. On se dit avec ma femme, bon, allez, tant pis, on verra bien. On a déjà tout dépensé, donc autant y aller. Voilà, tant qu'à se planter, autant se planter en beauté. Tu vois, on va offrir plein de comics, etc. Et du coup, on se dit, c'est quand même con d'offrir que de la VO. Donc j'appelle des copains, tu vois. J'ai un copain chez Ankama, je lui demande, il me dit, ah, c'est cool, ouais, si tu veux, je t'envoie des albums. Donc il m'a envoyé 2000 albums gratos. J'ai Skers qui est un copain qui me dit, ah bah tiens, je vais faire un numéro gratuit aussi exprès pour le truc. J'ai alors ça je déterre un vieux dossier, mais j'ai Los Brignoles Éditions. Donc c'est deux copains qui avaient créé un comics qui s'appelle Shango, qui ont dégainé tout de suite, alors qu'ils n'ont pas une thune, et ils ont édité un fascicule gratuit Shango, etc. Donc dès la première année, en fait, on avait de la VF, mais que à Comic Zone. D'accord, ouais. Puis la deuxième année, j'ai eu de la VF à Comic Zone. Troisième année aussi. Puis au bout de la quatrième année, tu te dis, bon, les copains, ça vous dirait pas de faire comme nous, là? Et puis on se met à plusieurs, et puis on va voir les maisons d'édition et tout. Puis on a été suivi par quelques librairies. Du coup, on a eu Panini et Delcourt. Puis après, voilà ce que ça donne, quoi. Aujourd'hui, on a 380 librairies. C'est vrai que tu as eu des éditeurs qui étaient comme Ankama qui ont été assez partants tout de suite, mais le fait vraiment d'imposer cette façon de fonctionner avec ce fascicule distribué gratuitement, tu as eu beaucoup de réticence de la part des éditeurs ou ça a joué le jeu rapidement? Énormément au début. Ouais. Énormément au début. Honnêtement, les deux premiers qui m'ont répondu favorablement, ça a été Panini et Delcourt. Mm-hmm. Voilà. Delcourt, Thierry Mornay m'a suivi dès le début. Dès le tout début, on a essayé de faire au maximum ensemble. Et Panini a été présent tout de suite. Quand je leur ai soumis l'idée en leur disant, voilà, il faut que ça coûte maximum temps aux libraires, etc. Ils m'ont dit, ok. Ils n'ont pas posé de questions, etc. Urban est arrivé l'année d'après, sans souci, sans trop sourciller. Et honnêtement, non, on a peu de réticence, quoi. Tous les éditeurs veulent le faire, certains peuvent financièrement, oui aussi, oui. D'autres ne peuvent pas.
Mais tous veulent bien le faire aujourd'hui. Donc, Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a quand même constaté là, sur les 3 dernières années, que chaque année, tu as des éditeurs qui se rajoutent et parfois même des gens qui ne font pas forcément du comics, enfin, qui ne sont pas estampillés éditeurs comics, Monsieur Toussaint, comme Monsieur Toussaint l'ouverture, voilà, par exemple. Bien sûr, Donc, ça c'était et puis le lancement de Paperback. Alors c'est dommage que oui. ce label n'ait pas fonctionné parce que moi je trouvais ça génial. Mais lancer Paperback pour un FCBD, c'était génial. De la même façon qu'on avait lancé Bliss Comics pour le FCBD. Et oui, mais oui, non, je me rappelle, c'était en 2016, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, lancer des éditeurs ou des labels pendant le FCBD, c'est un super moyen de rappeler que le comics, c'est un vrai média populaire. Et c'est vrai qu'on parlait pas mal de l'offre qui s'est ultra diversifiée, notamment, on va dire, sur le spectre de ces 5 dernières années. Et tu as eu quelques essais, hélas, qui n'ont pas bien fonctionné. Alors, tu mentionnais Paperback, qui était le label comics de Casterman. Snorgle Comics aussi, on voit plus trop s'ils poursuivent ou pas leur publication de titres Aftershock. Ils continuent à faire leur tirage de tête, mais sur Aftershock, ça... Leur tirage de tête, oui, mais Aftershock, ça s'est considérablement réduit, mais ils ont au moins le mérite de poursuivre les séries en cours, comme Animosity. Donc, ouais. Ils n'arrêtent pas au moins les trucs en cours. Effectivement, ça coûte énormément de publier un titre en France. C'est-à-dire que c'est une bonne idée du coup, de se lancer dans le comics encore aujourd'hui, où c'est déjà saturé, parce que je veux dire, on a une offre qui est grosse. Par contre, on sait aussi que sur la demande, en tout cas, le comics stagne un petit peu à environ 10% du marché total de la BD en France. Comment on essaye de faire croître ça alors? Eh ben, en faisant du comics français. Ah, mais encore, Voilà. mais encore. Eh ben, écoute, on a quelques auteurs, dessinateurs qui font un super travail chez Ankama, par exemple, avec le label 319. Ah, ça on adore, ouais. Donc ça, c'est un bon exemple que ça fonctionne. On a ici à Lyon un mec comme Sirotota, par exemple, qui sort encore la suite et fin de Photonique. Pour les vieux, ça fait 40 ans que l'histoire a commencé, on va avoir la fin dans quelques mois. À mon avis, oui, il y a de la place pour des histoires originales créées en France, toujours sur le même format, comics, pas de problème, mais créées en France. On a un album hybride qui a cartonné l'année dernière qui s'appelait Il faut flinguer Ramirez. Gunning from Ramirez, c'est sorti là chez IDW aux US, donc en trade paperback. Chez nous, c'était sorti donc il y a 1 an et demi. Ça, c'est la preuve que la création française en fait peut faire relancer la machine. C'est une des meilleures ventes de ces 2 dernières années. Donc, à mon avis, ouais, il y a de la place, mais pour de la créa. Ok. Par contre, pour aller chercher les petites maisons d'édition américaines, recréer un nouveau label, refaire de la trad de séries qui ont intéressé 40 personnes en France et 200 personnes aux États-Unis. Je veux citer personne, mais je vois pas l'intérêt. Non, je pense pas, non. D'accord, parce qu'il y a quand même en fait une façon où tu peux aussi, enfin moi ce que j'aime bien discuter un peu, c'est que pour un peu attirer les gens à découvrir des comics justement, on va dire un peu plus indé, il faut aussi sortir du format cartonné qui a un petit peu été imposé par Urban Comics, et tu vois qu'il y a quand même pas mal d'essais pour sortir de ça. Moi je pense notamment quand Bliss a commencé à se lancer dans la jeunesse, où ils ont décidé de varier les formats. Ils ont même fait une réimpression de leur Britannia en format plus grand, façon plus franco-belge, pour essayer un peu d'aller dans ce côté-là. Et ça, tu penses pas que c'est aussi une alternative? C'est une alternative. Réflexion le fait aussi, tu vois. On a pas mal de maisons d'édition qui cherchent à contourner le problème. Pour moi, ce qui me manque là actuellement, c'est du contenu original. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais Ouais. comme on a tous les titres 6-8 mois avant, c'est vrai qu'on est plus surpris par les publications françaises, puisqu'on les a eues en VO. Et que depuis le début, j'ai l'impression de vendre que des traductions et pas de vente de contenu original. Ah. Quand on a Urban qui sort un Alan Moore présente Swamp Thing, là c'est un contenu original, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une compilation dans cet ordre-là, etc. Ok, il y a un travail éditorial, je me fais plaisir à le lire comme il a été fait. Mais quand on a Urban qui sort un Alan Moore présente Swamp Thing, là c'est un contenu original, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une compilation dans cet ordre-là, etc. Ok, il y a un travail éditorial, je me fais plaisir à le lire comme il a été fait.
Maintenant, quand on médite Dark Knight Metal, par exemple, ben voilà, quoi, c'est la même chose que j'ai eu 9 mois avant et que la plupart de mes clients ont lu aussi. Je ne sais pas comment dire ça sans paraître condescendant ou arrogant, ou je sais pas, mais vraiment, moi, je trouve qu'on a trop souvent que de la trad dans ce qui se fait en français et peu soit d'histoire originale, soit vraiment de conception originale. Tu vois, on aurait pu, j'en ai parlé longuement avec les gars de chez Urban, on aurait pu faire un truc monstrueux avec The Root World, notamment de Yannick Paquette, sur Animal Man et Swamp Thing, donc dans le New 52. On n'a eu aucun album au monde qui est sorti avec l'ordre de lecture. On a toujours eu Swamp Thing d'un côté et Animal Man de l'autre. Ouais. Alors que ils ont travaillé à quatre mains quoi, sur cet ouvrage. Ça méritait un omnibus dans l'ordre de lecture, comme on a eu dans les singles, tu vois, où là c'était clairement numéroté, on savait où passer. Ils n'ont pas osé le faire parce qu'ils se sont dit que personne, tu vois, ça allait pas forcément trouver son public. Moi, je pense que c'est ce genre de bouquin-là qui peut faire la différence aujourd'hui. C'est-à-dire de créer même avec de l'import traduit, on peut encore créer des contenus originaux. Mais voilà. Après, est-ce que c'est vraiment dans ces éditeurs de comics, est-ce que il y a cette place aussi et ce budget quelque part aussi pour aller faire de la création originale et surtout qui est-ce que tu vas rechercher par exemple quand tu t'appelles Urban ou Panini, qu'est-ce que tu vas rechercher pour aller faire une production locale? Oui, alors ça c'est compliqué. Alors, faut juste savoir que Panini est en train de travailler à ça, c'est-à-dire à créer à faire de la création originale. Donc c'est plutôt bon, c'est de sources sûres. Mais c'est vrai que tu vois, Urban par exemple a un calendrier imposé par DC, donc c'est difficile derrière de caler d'autres choses. Quant à la maison mère aux États-Unis qui te dit ça et ça c'est à telle date et ça c'est à telle date, t'as les réalités économiques en face, t'as tout quoi qui te plombe. À l'inverse, j'ai vu que par exemple l'éditeur jeunesse Kinaï a annoncé une petite collection de créations originales qui est un mix un peu entre l'anthologie, le softcover et l'album par après quoi. Oui, et là on est assez pressé de voir ça nous. Ok. Faut savoir que Kinaï c'est une vraie bouffée d'air frais dans le comics et c'est pas un éditeur jeunesse, c'est un éditeur et avec des titres jeunesse, avec des titres accessibles aux jeunes, mais tous les titres sont agréables à lire par les vieux de 50 ans. Mais vraiment. Mais c'est quand même que tu sais, il y a quand même je dirais une sorte un peu de frein. Les gens, tu vois, notamment on va dire sur les lecteurs un peu plus vieux, où tu dis, voilà, moi je lis du super-héros, je lis du indé, mais je lis que des images. Dès que tu vois justement des trucs nouveaux, t'as pas mal de gens qui vont un petit peu comme ce que tu disais avant, se dire, mais quel intérêt d'avoir des nouveaux trucs, ça m'intéresse pas. Alors comment on fait pour essayer de réveiller les gens et de leur dire mais en fait si regardez ça reste intéressant, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors honnêtement on bataille, on bataille vraiment, mais il faut juste ne jamais arrêter en fait de le mettre dans les mains des gens, de mettre les bouquins dans les mains des gens. Et là, c'est pas compliqué pour la plupart des gens qui nous écoutent. Normalement, ils ont déjà participé à un Free Comic Book Day. Donc, ils doivent avoir un titre qui n'aille chez eux qu'ils n'ont pas ouvert. Et ben, qu'ils l'ouvrent et qu'ils le lisent. Et tu te rends compte que en fait, Misfit City, c'est les Goonies. Et les Goonies, ça nous parle à nous, à ma génération. Mais ça va aussi parler aux gamins. Donc il y a plein de titres comme ça qui sont à plusieurs niveaux de lecture. Il faut oser, goûter un peu à tout. Et puis c'est pas grave si on n'aime pas, on repose. Hein, Après t'es quand même d'accord avec moi que là, parce qu'on reparle du Free Comic Book Day, mais le Free Comic Book Day ça reste une fois dans l'année, donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait le reste du temps. Sûr. Comme je t'ai dit, on fait goûter, vraiment. Moi, je sais que j'essaye souvent, tu vois, j'en parle avec des gens qui veulent essayer autre chose, des choses frais, des choses inattendues, etc. Il y a un titre qui marche bien, par exemple, c'est le crossover Batman TMNT. Ouais. Le premier,
qui est super bien construit, qui est bien après qui plaît ou qui plaît pas à cause de son format kids, parce que Urban a eu la bonne idée de nous le faire en petit souffle. C'est pour ça qu'ils sont revenus Moi, dessus je après. trouve Ils ont réédité en Voilà. grand et pour le troisième, ils sont revenus là-dessus, quoi. Mais c'est un peu, tu vois, c'est de se dire, on essaie de changer le format pour capter un autre public et en même temps, le public pas forcément concerné, mais qui du coup est quand même déjà plus intéressé, donc à même d'acheter, lui il se dit, ben merde, c'est pas un format pour moi et moi il me faut mon format. Et tu peux pas non plus contenter tout le monde à chaque fois. Et Tu peux pas, mais il faut. Moi, je dis, il faut essayer tout, il faut goûter tout et il faut prêter ses bouquins. ouais. Si vous nous écoutez, prêtez vos comics, sincèrement. C'est pas grave, quoi. C'est que du papier. Et puis au pire, vous reviendrez en acheter d'autres chez nous. Mais prêtez-les. Non, mais faites découvrir les choses. De toute façon, il n'y a pas meilleur vendeur de comics qu'un lecteur qui a aimé son titre. Donc voilà. Et moi, quand je lisais du comics à l'école, dans le métro, je prenais mes comics, je les cachais dans des magazines. Tu vois, c'était débile de lire un Strange à 17, 18 ans, etc. Aujourd'hui, c'est complètement normal de lire du comics, donc profitez-en, parlez-en avec les autres. C'est ce que tu ressens un petit peu, ouais, cet aspect de la pop culture, que Ouais. voilà, ce côté très. Parce que bon, il y a aussi cette réalité qui est que, voilà, effectivement, on connaît plus l'univers comics et les super-héros grâce à toutes les adaptations qui existent. Après, le lectorat non plus n'a pas quintuplé malgré 10 ans de Marvel Studios. Donc, est-ce que vraiment. Tu peux être dans le métro à lire ton Spider-Man sans être un peu toisé du regard, surtout quand tu as 30 ans passés. Eh ben, ouais, moi je te dis, ouais, ouais. Si, le lectorat a vraiment augmenté. Et surtout, il s'est décomplexé, il s'est diversifié. Nous, ici, on reste des libraires de quartier, même si on est hyper spécialisé. On est vraiment une librairie de quartier. Et donc, on a toute tranche d'âge, tout type de clients qui viennent à la boutique. Et souvent, quand c'est des nouveaux, ils ont souvent la même chose en tête. C'est, bah écoutez, moi, j'y connais rien. Ouais. Qu'est-ce que je dois lire? Bon, bah voilà. Et ça, on en a tous les jours. Des gens qui viennent découvrir le comics. Aujourd'hui, on est à pas loin de 5000 cartes de fidélité dans un comic shop avec 5000 cartes de fidélité. Et c'est des clients qui reviennent. Moi, j'ai des cartes de fidélité numéro 3 ou 10 qui sont encore là. Donc, c'est juste hallucinant. Mais sur les 5000 cartes de fidélité, je suis sûr que j'en ai au moins 1000 qui sont à moins d'1 kilomètre. D'accord, ouais. Donc c'est la preuve que en grattant bien, en parlant avec les gens, tout le monde connaît ce média et beaucoup de gens lisent du comics, mais en parlent pas forcément. Donc oui, osez sortir avec votre fascicule dans le métro et moi je vois que du Bleach dans le métro, merde. Sortez un Iron Man. C'est clair. Je vais faire un petit point avec toi aussi pour conclure l'heure de ce format, parce que c'est alors idéalement j'aurais préféré ne pas avoir à en parler, mais on est bien obligé de cette actualité. Donc tu l'as deviné, hein, le coronavirus. Est-ce que tu peux un peu nous raconter de l'intérieur comment ça a été déjà le premier confinement et comment vous abordez cette situation, cette deuxième situation qui en plus s'est accompagnée d'un débat public assez houleux? Alors, on va le faire dans l'ordre. Le premier confinement, c'était un vrai coup de massue parce qu'on a appris ça le samedi soir en rentrant chez nous. Donc on venait de fermer la boutique pour la rouvrir normalement, quoi, après le week-end. Et sur la route, sur l'autoroute, tu apprends que en fait maintenant tu restes chez toi et tu rouvres pas la boutique. Donc là c'était un peu violent quand même. Du coup on s'est précipité pour retourner à la boutique pour tout nettoyer, vider le frigo, vider les poubelles. Tu vois, le truc basique auquel on pense pas quand il y a un confinement dans une librairie. Hein. Ouais. Mettre des écriteaux sur la porte, envoyer 3000 mails à tous tes fournisseurs, etc. Et après avoir un vent de panique pour te dire merde, mes employés, mes salariés, mes fournisseurs, mes machins. Ça s'est plutôt très bien passé parce qu'on a on a une clientèle qui est adorable. Je crois qu'on a les meilleurs clients du monde.
c'est hallucinant, quoi. Instinctivement, on a eu plein de soutien, de messages, de soutien financier, de coups de téléphone, etc. On a eu Paul Renaud qui s'est proposé de nous faire une opération sur le sketchbook. Il vient de m'envoyer les tout derniers, d'ailleurs, finis enfin. Donc on a survécu facilement grâce à ça, grâce à tout le monde, et ça a été un soulagement parce que psychologiquement c'était pas forcément évident au tout début. Et puis après ils nous ont autorisé à faire du click and collect, on a repris click and collect. Je m'étais refusé à faire des livraisons parce que j'avais pas envie que mes salariés soient en contact de qui que ce soit, j'avais pas envie non plus de mettre en danger les livreurs, tu vois, c'était on essayait de faire les choses bien. Pour celui-là de confinement, je l'ai un peu en travers de la gorge. Parce que, comme tu l'as dit au tout début, on devait faire nos 10 ans. On devait faire la fête. Ouais. Donc pour les 10 ans de Comic Zone, on avait prévu plein de choses. J'avais ouvert une deuxième boutique, donc une semaine avant le début du confinement, qui s'appelle Côté Manga, pour les pros manga. Donc c'est une boutique qui a tenu une semaine. Voilà, tous les événements qu'on avait prévus pour les 10 ans, ils ont disparu. Je me retrouve avec plein d'argent dépensé pour rien, en fait, pour être précis. Et on travaille bizarrement, puisqu'on est autorisé à faire du click and collect, de faire de la livraison. Les livreurs travaillent, il y a du monde dans les rues, mais nos librairies sont fermées. Les autres magasins sont fermés, mais tout le monde est dehors. Enfin bref, je comprends pas trop ce confinement là, honnêtement. Moi, je voulais qu'une chose, c'est que mes salariés restent tranquilles à la maison et soient surtout pas en danger. Donc non, je ne fais pas partie des libraires qui ont appelé à rouvrir les librairies. Parce que je pense que la santé passe avant tout. Et que voilà, et que j'aurais préféré avoir un confinement beaucoup plus strict une bonne fois pour toutes, tu vois, mais c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en plus il y a eu un débat assez, ce que je disais, un petit peu houleux, où t'as quand même beaucoup d'acteurs du secteur du livre, donc des éditeurs, des syndicats, des libraires, des libraires qui disent oui, il faut rouvrir parce que la culture important, machin. Et de l'autre côté, t'as des voix comme la tienne qui étaient plutôt minoritaires, j'ai l'impression. Alors, je suis pas sûr qu'on soit minoritaire. On est peu nombreux à le dire, mais on n'est pas minoritaire. Ouais. Moi, honnêtement, si demain les conditions sont réunies pour qu'on ouvre normalement, bien sûr. J'ai besoin de gagner de l'argent. Je perds des milliers d'euros tous les jours. Ouais. On n'est plus une petite librairie, tu vois, c'est plus le petit Comic Zone d'il y a 10 ans. Non, on a des charges énormes, on a un loyer énorme, on a des salariés, on a plein de choses. Donc oui, je perds énormément d'argent, mais je préfère faire faillite que de mettre en danger mes salariés, clairement. Donc ça, et je reviendrai pas là-dessus. Là, le truc qui me fait suer, c'est qu'on est ouvert 2 jours par semaine, par exemple, pour faire du click and collect et préparer les expéditions. On travaille, c'est des journées de malades qu'on fait pendant ces journées-là. C'est vraiment des journées de malades, hein. C'est du 10-12 heures en non-stop où on transpire vraiment pour satisfaire tout le monde, et on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Ouais, donc c'est pas assez du tout. Ouais. Donc tu vois, dans l'absolu, fermons. Mais je suis heureux par contre de pouvoir servir mes clients tous les jours, etc. Parce que là, ils ont leur série ininterrompue en VO, ils ont leur casier, leurs abonnements, etc. Mais c'est vrai que c'est une période très compliquée, et voilà. Et j'aurais préféré un vrai confinement bien sévère de 15 jours, 3 semaines, et puis après de rouvrir, parce qu'on sait accueillir les gens dans de bonnes conditions. Mais si on rouvrait aujourd'hui, de toute façon, les gens ne sont pas autorisés à sortir se promener, donc ça ne sert à rien de rouvrir. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, vivement 2022, quoi. Ouais, vivant. Ce que j'allais dire, je voulais finir cette émission sur une note un peu plus positive. Est-ce que comment tu envisages un peu le retour à la normale, ou est-ce que même pour les 10 ans de Comic Zone, il y a peut-être une opération de secours qui sera faite plus tard, quand ce sera possible? Oui, je peux te l'annoncer là tout de suite, c'est que si
on n'a pas de crise sanitaire le 31 octobre 2021, on fêtera les 10 ans de Comic Zone moins 2020. Clairement. C'est-à-dire qu'on va oublier 2020 et on va refaire les 10 ans tout prévu pareil. Tu vois, même les danseuses du Crazy Horse que j'avais prévu de faire arriver par hélicoptère et tout. Mais oui, parce que ça, tu l'as loupé. Oui, c'est parce vrai, que c'est vrai. forcément, on n'a pas pu. Mais normalement, tu devais avoir un mec en armure d'Iron Man qui descendait en même temps, tu vois, sur de la musique d'ACDC, 30 danseuses du Crazy Horse et les feux d'artifice. Bah, c'était le minimum, Bon, c'était le minimum, bon. quoi, en vrai. C'était le minimum, tu vois, les feux d'artifice qui est écrit Comic Zone. Mais bon, voilà, on n'a pas pu le faire, on le fera l'année prochaine. Oui, quoi qu'il arrive, toutes les dédicaces qu'on a reportées, parce qu'on n'a rien annulé, elles vont être reportées à l'année prochaine. Et puis voilà, et puis c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. On va juste espérer que la plupart d'entre nous s'en sortent sans trop de séquelles, que les familles de tous ceux qui nous écoutent se portent bien. Et puis voilà, après le reste, c'est comme ça, quoi, on n'y peut rien. Très bien. Écoute, Kader, je te remercie pour ce temps passé ensemble pour parler librairie comics, bande dessinée et le marché. Donc, Comic Zone, c'est à Lyon. Là, vous pouvez pas vous y rendre à l'heure où vous écoutez ce podcast, en tout cas pas du tout à l'heure où on l'a enregistré, donc là, le 13 novembre. Mais il y a un site internet qui permet de faire de la vente par correspondance. Vous savez que quand on fait des back issues, de toute façon, on vous met toujours des petits liens vers chez eux en description parce qu'on est copains depuis pas mal de temps maintenant. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir C'est moi qui te remercie. accepté cette émission. Bon, on se retrouvera très certainement pour d'autres trucs. Peut-être je fais un petit peu de teasing parce que je pense qu'on te réentendra prochainement. Et vous pouvez donc partager l'émission, nous faire vos retours dans les commentaires sur notre page Tipeee. Vous pouvez surtout partager en fait l'émission pour faire découvrir les Comic Zone et n'hésitez pas, si vous êtes vous-même tenant d'un comic shop, je serais ravi de pouvoir discuter aussi avec vous de votre regard, puisque il n'y a pas une expérience qui soit pareille de toute façon chez les libraires. Tout est assez diversifié comme un petit peu tout ce qui se fait dans la BD. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau First Print. Salut! Bye bye.